bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce live sur Zoom et sur YouTube. La communauté UX et X innove en faisant du digital à tous les étages, y compris dans ces meetings. Donc la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des rencontres habituelles de notre communauté. Comme d'habitude, on vous partage un petit peu différents thèmes d'actualité, différents thèmes de recherche. Comme vous le savez, peut-être pas tous, mais en tout cas, un des thèmes de fond sur lequel nous travaillons, c'est un baromètre qui est censé mesurer la maturité des entreprises sur des problématiques UX, CX. Donc, l'enquête que nous avons fait l'année dernière est actuellement close, elle est fermée. Nous avons déjà partagé une partie des résultats à la dernière rencontre, donc ça devait être en début d'année ou en fin d'année dernière, je ne me souviens plus exactement de la date. Et aujourd'hui, on mettra ça un petit peu en perspective par rapport au confinement, thème d'actualité qui a un petit peu chamboulé les pratiques UX-CX. Donc ça sera l'intervention de Sophie de Bonis. Quant à moi, je vais vous parler tout d'abord d'une autre problématique qui nous intéresse tous, qui est un peu moins liée à l'actualité, mais qui est un toile de fond dans beaucoup de projets d'innovation, qui est la problématique de l'acceptabilité. Comment faire en sorte que les usagers adoptent une innovation qu'on va leur proposer. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc, je m'appelle Teresa Colombi, je suis psychologue cogniticienne, je viens du domaine de la recherche sur des problématiques notamment liées à l'analyse moléculaire, et je travaille sur de l'innovation, en venant de l'R&D, c'est assez logique, mais je travaille sur de l'innovation au sens large depuis une vingtaine d'années, et je dirige depuis 15 ans une boîte qui s'appelle l'UETIC, qui s'occupe de tout ça, d'expérience utilisateur, de design centré utilisateur, et aussi de tout ce qui est le changement de contexte, le change management, qui entoure les projets d'innovation. Donc, dans cette présentation, on va voir plusieurs choses. Je vais commencer par des définitions de l'acceptabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on situe l'acceptabilité au sein de l'expérience utilisateur? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que l'expérience utilisateur c'est plus large que l'acceptabilité ou vice-versa? On va voir quelques leviers sur lesquels on peut appuyer pour optimiser l'acceptabilité. Et je vais très rapidement vous parler d'un projet concret que nous avons fait il y a fort longtemps, qui met un petit peu tout ça en œuvre pour vous donner un aperçu concret. Alors, commençons par les définitions. Donc, je le dis souvent dans mes interventions, dans mes conférences. Moi, personnellement, je me sens beaucoup à la frontière entre tout ce qui est UX, donc expérience utilisateur, qui est un terme très hype, qui est très à la mode, tout le monde veut faire de l'UX, c'est très demandé, et le bon vieux classique de l'ergonomie, le bon vieux domaine classique de l'ergonomie cognitive, de l'ergonomie IHM, du facteur humain, etc. Parce que pour moi, c'est fondamentalement la même chose. Néanmoins, quand on regarde la littérature, on se rend compte que justement, la littérature UX manque parfois de fondamentaux, d'appui théorique, qui pourtant sont largement disponibles dans la littérature classique en ergonomie et en facteur humain. Là, je vous montre un schéma qui vient d'un vieux bouquin de Nielsen, donc le père Nielsen, qui est très connu dans le domaine de l'UX, il dirige une des boîtes les plus connues au niveau mondial dans le domaine, a commencé à écrire des bouquins il y a fort longtemps, dans les années 90, et dans un de ses bouquins, il présente ce genre de schéma. Je ne le partage pas totalement à 100%, mais il est quand même assez intéressant à regarder. Il met l'acceptabilité beaucoup plus en amont que l'utilisabilité d'une interface. C'est-à-dire qu'un produit n'a aucun intérêt, d'après Nielsen, s'il n'est pas d'abord acceptable. Une fois qu'on a vérifié son acceptabilité, d'un point de vue social et d'un point de vue pratique, là, on pourra travailler sur sa manipulation, sur son interaction, sur l'apprentissage, l'efficacité, l'efficience, la prévention des erreurs, etc., etc., etc. Ça me paraît quand même un concept assez intéressant que de se dire que l'acceptabilité est un préalable à l'ergonomie d'une interface. Donc ça a été dit dès les années 90. Et je vais vous montrer un exemple de ce qu'on nous apprenait en cours, parce que dans ces années-là, j'étais encore en Italie et j'étais encore étudiante. Un exemple de ce que nous expliquait le professeur, c'est un professeur de marketing à l'occurrence, mais enfin les professeurs que j'avais à l'époque. Le professeur en question nous racontait que par exemple les pâtes à gâteau
une partie des pâtes à gâteaux qui sont sur le commerce n'étaient pas acceptables lorsqu'elles ont été créées. Donc là, ce que vous voyez sur la diapo, sur la gauche, c'est les sachets tout mous qu'on a aujourd'hui au supermarché et qui font un tabac en période de confinement, puisqu'on ne trouve pas forcément facilement les œufs et d'autres produits frais. Donc, c'est des sachets tout mous que vous mettez dans un moule et ça vous fait un gâteau. Vous avez l'impression d'avoir fait un gâteau tout frais. Alors qu'il n'y a pas grand-chose de frais là-dedans. Mais enfin, bref, passons. Sur la droite, vous voyez des produits secs. Donc, c'est la même chose, mais il n'y a pas les œufs, il n'y a pas le lait. Il faut rajouter les œufs et le lait pour faire un gâteau. Or, la technologie que vous voyez sur la gauche, qui aujourd'hui est justement assez répandue et plébiscitée, existait depuis les années 70. Pourtant, ce produit n'était pas dans le commerce dans les années 70. Pourquoi? Est-ce que le marketing s'est loupé? Est-ce que, je ne sais pas, il y a eu un problème de com? Enfin, pourquoi on ne vendait pas un produit qui était pourtant parfaitement au point d'un point de vue technique et technologique? Parce qu'il n'aurait pas été acceptable, tout simplement. Parce que peu importe que ça fasse des bons gâteaux, c'est encore à démontrer, hein, mais admettons que ça fasse des bons gâteaux. Si ce produit n'est pas acceptable, les gens ne l'achèteront pas. Et dans les années 70, qui était la cible de ce genre de produit? La même qu'aujourd'hui, la femme. Et la femme, dans les années 70, travaillait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc la promesse, si on veut reprendre le terme marketing, la promesse commerciale que fait un produit de ce type-là, qui est une promesse de gain de temps, est totalement inaudible dans un marché dans lequel gagner du temps, ça veut dire faire quoi à la place en fait? Je suis femme au foyer, donc mon boulot c'est de faire à manger, donc on me fait gagner du temps, et qu'est-ce que je fais de ce temps? C'est quoi l'intérêt de... Donc ce n'était pas socialement acceptable d'acheter un produit qui allait nous faire gagner du temps. Au jour d'aujourd'hui, c'est parfaitement socialement acceptable, les femmes travaillent beaucoup plus, et en plus, en période de confinement, c'est vachement pratique d'occuper les gamins en faisant des gâteaux, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe. Donc ça, c'est ce que disait la littérature côté ergonomie. Allons voir quelques références dans la littérature côté UX. Alors, la littérature UX est un peu moins riche et un peu plus récente, bien évidemment. Là, j'ai mis des schémas qui sont quand même connus et reconnus dans le domaine. Vous voyez sur la gauche la vision des choses qui a donné vie à des outils de mesure comme la TrackDiff. Et sur la droite, un autre système de décomposition en facteurs de l'expérience utilisateur. Le but, ce n'est pas de les commenter en détail, mais juste de vous dire ces modèles existent, ces modèles sont très intéressants et très riches, mais à aucun moment, ils ne parlent expressément ou clairement d'acceptabilité. Et même quand on regarde d'autres visions peut-être un peu plus commerciales, ou en tout cas plus large public, voilà, qu'on peut retrouver sur Internet, parce que ce genre d'images, on peut les trouver très très facilement sur Internet, mais on se rend compte que même si Morville vous explique qu'il y a au moins 7 dimensions différentes pour composer la UX, l'acceptabilité n'en fait pas partie. Il faut qu'un produit soit utile, utilisable, facile à trouver, crédible, désirable, accessible, qu'il démontre clairement sa valeur ajoutée, mais à aucun moment on s'intéresse à son acceptabilité. Une fois de plus, j'ai l'impression que parfois l'UX manque un petit peu de repères fondamentaux, alors qu'il y a tout un tas de littérature qui existe sur le domaine et des études très très claires sur le sujet depuis les années à minima 90, voire encore plus anciennes. Alors que la problématique de l'acceptabilité est évidemment centrale. Les études en gestion de projet, les études en management de projets innovants montrent très clairement qu'on a un gros souci dans l'adoption des projets innovants, au point que, selon les études, on a entre 70 et 90% de produits qui sont des échecs commerciaux. Ça veut dire qu'on gaspille beaucoup de temps et beaucoup d'argent à développer des choses qui ne marcheront pas. Alors, je ne dis pas que c'est toujours pour des raisons d'acceptabilité, hein. On peut avoir un pricing délirant, on peut avoir un concurrent qui est plus fort que nous, on peut avoir des tas d'autres raisons pour lesquelles un produit innovant ne fonctionne pas. Mais disons que le manque d'adoption de cette innovation, le manque de compréhension de l'intérêt de cette adoption, le manque d'acceptabilité sociale ou pragmatique de cette innovation peuvent largement contribuer à l'échec du produit en question. Et quand on regarde la littérature aussi sur le change management, on sait très bien qu'il y a des problématiques d'acceptabilité. Il y a même des modèles théoriques qui existent, là je vous en présente un, qui montre très clairement que les gens, au début, ils ne sont pas forcément super fans de ce que vous allez leur proposer de différent, parce qu'on a tous des habitudes, on a tous des repères, on a tous des envies, et le fait d'aller à l'encontre de ces habitudes, ces repères et ces envies, au début, peut créer des états, des réactions qui peuvent limite être assez violentes. Malheureusement, en entreprise, enfin surtout dans les industries lourdes, etc., on a vu des choses qui peuvent aller assez loin, des boycotts, des grèves,
de la casse de nouveaux produits ou de nouveaux matériels, tout simplement parce que les gens refusaient de s'en servir. Donc, au-delà de l'intérêt pratique d'un produit ou d'un service, il faut encore qu'on comprenne comment fonctionne l'humain, une fois de plus. Donc, ça, c'est toute la force du facteur humain au sens large, des approches liées au management humain et aux sciences humaines et sociales au sens large, que de comprendre comment l'humain fonctionne, quel est comment dire, le processus physiologique qui va nous faire passer d'une étape de choc, de déni, voire de réaction de refus et de rejet, à quelque chose qui va nous amener petit à petit vers de l'adhésion. Hein. Le commitment, c'est vraiment l'adhésion à l'innovation en question. C'est tout à fait possible, mais ça se pilote, ça se anticipe, ça se comprend et ça se pilote. Donc, avant d'aller plus loin, juste un mot sur pourquoi le changement fait peur. Parce que oui, c'est physiologique, vous avez sûrement tous vu dans vos différents projets des choses de ce type, donc je suppose que ça fait écho à votre vécu, des gens qui vous disent c'était mieux avant, des gens qui vous disent mais on n'a pas envie, des gens qui vous disent on n'a pas le temps pour ça, mais pourquoi on devrait le faire, etc. Et effectivement, c'est courant, mais il faut qu'on gratte un petit peu, justement, surtout quand on est d'origine psychologue, ce qui est mon cas, on ne s'arrête jamais à la surface, on ne s'arrête pas à ce que la personne vous dit de premier abord, on essaye de gratter derrière et comprendre les raisons profondes de son appréciation ou des arguments qu'elle développe. Je vais vous montrer plusieurs raisons, il y en a sûrement beaucoup plus, mais on n'a pas le temps d'aller en détail, qui peuvent être sous-jacentes à une peur du changement. Par exemple, il y a quelques années, nous sommes intervenus pour une société assez high-tech qui voulait refaire son intranet. Donc, on a interviewé, donc on a mis en place une approche facteur humain, parce qu'on ne fait que ça. Hein, donc, voilà, on a été mandaté pour faire en sorte que l'intranet en question soit ergonomique. Donc, on a interviewé des utilisateurs de l'intranet qu'ils avaient pour, justement, recueillir des données sur leurs problèmes et les corriger dans la version à venir de l'intranet. Et je me souviens très bien d'une secrétaire, c'était moi qui faisais les interviews à l'époque, une secrétaire qui a passé 1 heure à pester en disant à quel point son intranet était illogique, son intranet était incompréhensible, son intranet lui faisait perdre énormément de temps parce que regardez, il faut cliquer là, c'est pas possible, ça n'a aucun sens, regardez ce que je me coltine du matin au soir. Et quand on lui a dit, mais vous inquiétez pas madame, justement on est là pour changer l'intranet, j'ai vu la panique dans ses yeux et elle nous a dit un truc du style, oui mais non, enfin change-le pour les autres, moi j'y suis habituée. Et là, heureusement que tu es psychologue, tu te dis c'est normal, parce que sinon on la prend pour une schizophrène. Parce qu'elle venait de passer 1 heure à se plaindre, et là d'un coup, elle ne veut plus changer. Pourquoi? Parce que le changement est souvent un synonyme d'une nécessité de réapprendre. On doit repartir à zéro. Donc la pauvre dame, elle avait passé un temps fou à se coltiner un truc incompréhensible. Et là, elle se disait, mon Dieu, ils vont encore m'imposer un autre truc, tout aussi incompréhensible, mais différent, et il va falloir que je recommence un process d'apprentissage biscornu. Donc après, on rassure les gens, hein, quand on est là pour faire de l'ergonomie, on est là pour les rassurer sur le fait que non, le prochain outil ne sera pas aussi biscornu que le précédent, sinon ça n'a aucun sens. Donc on est là pour faire un truc centré sur vos besoins. Mais c'est vrai que cette réaction-là, elle est physiologique, elle est normale. C'est la peur de devoir réapprendre à nouveau quelque chose. Et on sait que ça nécessite des efforts cognitifs assez fondamentaux et assez difficiles à accepter. Un autre exemple de réticence au changement qui, lui, a fait vraiment des dégâts, chez un de nos clients, donc je ne vous dirai pas qui c'était, mais c'était un gros acteur de la vente à distance dans un domaine spécifique. C'était le 2e acteur de France dans un domaine spécifique de vente à distance. Donc évidemment, tout leur système informatique était fondamental parce qu'ils géraient toutes les commandes, qu'elles soient prises en magasin physique, qu'elles soient prises sur du mobile, qu'elles soient prises sur Internet, etc., etc., etc. Ils avaient tout un tas de partenaires. Enfin, bref, c'était assez compliqué leur gestion des données. Et leur système d'information était vieillot, obsolète et très mal foutu. On l'appelait entre nous le spaghetti. Parce que l'info rentrait d'un côté et on ne savait pas si elle sortait de l'autre. Ou par quel canal lesquels tu veux allait sortir si elle sortait. Donc ils perdaient des commandes, ils perdaient des données, ils n'arrivaient pas à connecter les bases de données clients web plutôt que physiques. Enfin bref, une catastrophe. Et tout le monde en était conscient. Mais rien n'a été fait. Pourquoi rien n'a été fait? Parce que cette chose immonde qui servait à gérer les commandes, donc le système d'information de l'époque, était le bébé du DSI. Et le DSI avait très bien compris que s'il passait la balle aux jeunes qui étaient dans son service et qui étaient prêts, qui avaient déjà fait un POC et qui étaient prêts à changer les choses et à faire fonctionner les choses avec des technologies plus modernes, plus robustes, etc., il allait totalement perdre son pouvoir. Parce qu'évidemment, c'était le seul qui savait faire marcher le truc.
Donc là, le changement correspond à une perte de pouvoir et évidemment, c'est logique que les personnes qui vont perdre du pouvoir ne l'accepteront pas facilement. Donc, quelle est la solution? C'est de travailler avec ces gens-là pour leur donner du pouvoir ailleurs ou autrement et pas les laisser sur le carreau en disant toi, tu te débrouilleras. Surtout quand c'est le DSI, évidemment, c'est un peu compliqué de le placardiser. Et justement, il a fallu attendre qu'il parte à la retraite pour que les choses avancent. Le problème, c'est que les petits jeunes du service informatique qui avaient très envie de faire avancer les choses sont partis aussi entre-temps. Donc, il a fallu recommencer à zéro. Un dernier exemple. Alors lui, même nous avons été pris de court. Je ne m'attendais pas du tout à ces réactions. Par contre, quand on se place une fois de plus en empathie avec l'utilisateur, on se dit oui, mais c'est logique. De son point de vue-là, de son point de vue, depuis son point de vue, c'est logique de réagir comme ça. Donc, on était chez, peu importe, un constructeur d'objets physiques, on va dire. Donc, pour construire les objets physiques, il faut des modèles digitaux. Et pour faire ces modèles digitaux, ils utilisaient un logiciel sur étagère, donc un logiciel du commerce. Donc, un jour, l'éditeur du logiciel délivre une nouvelle version du logiciel qui était à la fois un peu plus ergonomique et surtout beaucoup plus automatisée. Donc, il y avait tout un tas de tâches qui étaient rendues beaucoup plus rapides à exécuter parce qu'elles étaient réalisées, en gros, par le logiciel de façon autonome et pas par l'utilisateur. Du coup, le message que la direction allait faire passer, c'est voilà, au lieu de mettre 5 jours à faire un fichier, vous allez mettre une demi-journée à faire un fichier. Donc, la direction générale était enchantée du gain de performance fantastique que cela allait proposer et produire. Et sur le terrain, les réactions, au lieu d'être chouette, on va travailler plus vite, la réaction, ça a été mais pourquoi? Mais moi, j'ai pas du tout envie. Pourquoi je devrais travailler plus vite? Qu'est-ce que j'y gagne à travailler plus vite? Je vais avoir le même salaire. Et j'aurais pourtant beaucoup plus de choses à faire. C'est vrai, c'est vrai. Là, le gain était évident pour la maison mère, pas pour la société, pas pour le salarié. Donc, une fois de plus, il faut que dans le changement, il y ait une raison, qu'il y ait une motivation, qu'on arrive à montrer à chacun des acteurs impliqués, y compris le tout dernier utilisateur terrain qu'on aura, que lui aussi, il a quelque chose à y gagner dans ce changement, parce que sinon, il n'aura absolument pas envie de se le coltiner. Du coup, on pourrait se demander, est-ce que le changement peut fonctionner finalement, parce qu'il y a beaucoup d'écueils et beaucoup d'échecs à la clé. L'étoile du Nord est celle-là. Certes, c'est un cas particulier, ça n'arrive pas tous les jours, mais si on a réussi à donner envie à la planète entière d'avoir cette chose dans la poche, alors que c'était totalement un ovni sur le marché en question, je pense que c'est possible. Il faut actionner les bons leviers et il faut trouver le bon compromis entre une technologie qui soit bonne, qui soit stable, qui soit solide, qui soit pérenne, etc. Des usages actuels ou futurs, ce qui était le cas de l'iPhone, valables, qu'on ait identifié un besoin utilisateur sur lequel construire, y compris côté acceptabilité, qu'on ait une expérience utilisateur et une interface potable, parce que si on vend du rêve et que dans la pratique, on n'arrive même pas à comprendre comment on se log, on aura des soucis, et avec un marché qui soit suffisamment gros et porteur pour pouvoir sauter le pas qui nous fait devenir un produit grand public. Donc certes, ce n'est pas facile de tomber au milieu de ce schéma-là, mais c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut essayer de piloter. Et je prêche pour ma paroisse, mais les UX designers sont là pour faire ça. C'est vraiment notre cœur de métier que d'accompagner les personnes côté technologie, les personnes côté stratégie, les personnes côté marketing, etc., pour trouver ce bon compromis. C'est la base même du design thinking. Un exemple pratique pour revenir à notre problématique d'acceptabilité, c'est sur des choses, là c'est un exemple assez, justement dans l'innovation pure et dure, c'est sur des exosquelettes. Donc c'est un projet qui a été mené par nos collègues de Adéquat, qui est l'entité italienne qui représente Ludotics sur le marché italien. Donc, ils ont été missionnés par un grand groupe, je vais taire le nom du groupe, on s'en fout, mais un grand groupe automobile, pour introduire de l'exosquelette. Donc, un exosquelette est un système qui supporte l'activité humaine, le cas échéant d'un point de vue vraiment physique, donc pour éviter des gestes et des postures très fatigantes et qui engendrent des accidents du travail, en tout cas des troubles musculo-squelettiques assez importants. Donc, d'un point de vue objectif et factuel, c'est un objet qui n'a que des avantages. Ça réduit la douleur, ça réduit l'effort, ça améliore le travail et ça permet de produire plus vite. Donc, tout le monde devrait adopter ce genre de choses. Dans la pratique, je vais vous montrer que ça n'a pas forcément été le cas, parce qu'une fois de plus, l'acceptabilité est quelque chose d'assez large. C'est pas facile, il y a plein de facettes à prendre en compte. Certes, il y a l'utilisabilité de l'objet, bien sûr,
Mais il y a plein d'autres éléments, plein d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que, ben non, ça va pas le faire. Donc, il y a un outil, donc ça, c'est une référence dans la littérature, vous pouvez le trouver assez facilement. Vous pouvez trouver des études de Kim, en tout cas une partie de ces articles à disposition sur Internet. C'est juste un schéma qui montre à quel point il y a des gens qui bossent que sur ça, que sur de l'acceptabilité, sur de l'ingénierie de l'acceptabilité. Et encore, justement, Kim, il vous dit, il y a sûrement d'autres facteurs que je n'ai pas pris le temps de lister, mais rien que regarder cette liste-là vous fait comprendre à quel point c'est un sujet large, complexe et pluridisciplinaire, en fait. Il faut vraiment se mettre tous autour de la table pour pouvoir aborder cette problématique-là. Donc, comment on mesure l'acceptabilité? Pour conclure cette partie théorique, il y a des outils qui existent. Je vous en présente un qui existe en plusieurs versions, mais bon, pour faire court, je vous présente le TAM, qui est c'est un gros questionnaire qui aborde plusieurs dimensions de l'acceptabilité, parce que justement, comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs dimensions de l'acceptabilité. Pour faire le lien avec le projet d'exosquelette, quand on recueillait des infos sur la perception de facilité d'utilisation ou la perception d'utilité, l'exosquelette en question avait des bons résultats. Donc les gens considéraient que potentiellement il était utile et potentiellement il était facile à utiliser. Ce n'était pas parfait, mais c'était quand même très encourageant comme résultat. Par contre, quand on mesurait l'envie, l'intention de se servir de l'outil, là c'était autre chose. Fois de plus, l'homme, il est parfois en contradiction avec lui-même. On vous dit, oui, c'est intéressant, mais pas pour moi. Ça n'a aucun sens. Donc, si c'est intéressant et que tu penses que ça correspond à ton boulot, pourquoi tu t'en servirais pas? Oui, mais moi, j'ai mes habitudes, c'est pour les jeunes. Enfin, on vous sort tout un tas de trucs qui ont l'air totalement délirants, mais en fait, si, ça a du sens pour l'humain. Donc, il faut justement mesurer pas mal de sous-dimensions pour pouvoir s'assurer que l'acceptabilité globale est bonne. Donc, on va voir quelques leviers pour faire en sorte de ne pas tomber dans ces travers et gaspiller du temps et de l'argent dans les projets, parce que c'est quand même un peu ça le problème. Il y en a sûrement beaucoup plus. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, de vous montrer des exemples de pistes qui n'ont pas forcément de sens dans tous les projets, mais qui pourraient vous aider. Un premier axe qu'on a vu fonctionner dans beaucoup de projets, c'est la beauté. Et c'est un peu un des axes sur lesquels a joué Steve Jobs. Un objet qui est beau, c'est un objet qui donne envie. Et cette envie peut nous aider à bypasser au moins en partie ces peurs du changement, ces réticences qu'on peut avoir. Donc là, vous voyez la pub justement de l'exosquelette en question, la pub du constructeur de l'exosquelette en question. Il y a même des vidéos, c'est quand même super beau, quoi. Au lieu de vous dire, vous n'êtes pas des bons travailleurs parce que vous êtes faibles et vous avez des défauts physiques qu'il va falloir compenser par de la machine, on vous dit, voilà, tu vas devenir un surhomme parce que tu as cette espèce de paire d'ailes qui te soutiennent, etc. etc. Enfin, c'est tout un autre message qui mise sur l'envie que l'on peut avoir d'adopter, ou en tout cas au moins de tester ce type d'objet. Une autre piste qui est très utilisée, en tout cas qui fonctionne bien dans beaucoup de projets, c'est la notion de plaisir. Donner du plaisir, pas non seulement de l'envie, mais du plaisir au cours de l'interaction. Donc ça, c'est le sujet de la gamification ou du serious game. J'ai récemment animé un webinaire là-dessus qui est sur la chaîne YouTube Ludotique, si ça vous intéresse. Il y a 1 heure de conf sur ce sujet-là, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, l'idée, c'est de passer par le fait que la personne prend du plaisir pendant l'interaction. Donc cet exemple-là, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas nous qui avons fait cette application, mais peu importe, c'est un très très bon exemple. Elle s'appelle Stop Tabac. Au lieu de vous faire culpabiliser sur le fait que fumer, ça ne fait pas du bien, que vous prenez des risques pour votre santé ou pour votre entourage, etc., tout un tas de messages réels et justes, mais qui ne font que stimuler le côté rationnel et donc culpabilisant de la chose, ce qui nous mène nulle part, il joue sur le côté plaisir. C'est-à-dire, on ouvre l'application et on nous dit, bon, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu voudrais bien t'acheter? Je ne sais pas, moi, un nouvel ordinateur ou un voyage, je ne sais pas. Eh bien voilà, ça coûte combien ton voyage? Eh bien, ça coûte 3 000 €. Très bien. Chaque jour où tu vas te priver de cigarettes, c'est tant d'euros mis de côté pour ton voyage. C'est autre chose. Là, du coup, il y a un challenge, et l'homme adore le challenge, et surtout cette notion de récompense à la fin, où la privation de cigarettes a un objectif qui nous mène dans la bonne direction. Il y a tout un tas de formes de soutien et de prise en charge du malheur de la personne qui se prive de cigarettes. Il y a le petit bouton « J'ai craqué », par exemple, qui est là pour nous dire « T'es un humain, on sait très bien que tu peux faire des bêtises, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Bref, on est dans un contexte qui est rassurant et qui peut permettre d'avoir de meilleurs résultats que les messages anxiogènes des pubs anti-tabac.
Autre facteur, lui, il est assez évident, mais ben voilà, c'est pas forcément le cas dans tous les projets qu'on peut voir, hein, sinon il n'y aurait plus besoin d'ergonomes, n'est-ce pas? Qui est faire en sorte que les interfaces soient simples. Parce que dire aux personnes, ah ben tu vas voir, tu as une solution logicielle qui te permet de tout faire dans ton métier et qui fait papa-maman, c'est bien, mais si la solution est inutilisable, ben forcément il y aura des problèmes d'adoption. Hein, je vous l'ai dit, j'ai vu du boycott, j'ai vu des problèmes vraiment qui peuvent aller assez loin, on a vu des grèves, parce que l'interface n'était pas simple. Et voilà, donc on a dépensé du temps et de l'argent pour rien. Donc c'est sûr que des interfaces de ce type-là, là on est dans un domaine très technique, hein, dans le BTP on va dire, pour faire simple. Le BTP, ils n'ont pas tous un doctorat en poche, quoi. Donc leur boulot, c'est de peser des camions, par exemple. Donc à l'interface pour les peser des camions, c'est ça. Forcément, on ne s'en sert pas, ou on s'en sert mal, on fait des erreurs, on se fait réprimander par son chef. Bref, ça ne se passe pas forcément très bien et on risque de ne pas adopter correctement la solution ou ne pas renouveler le contrat avec le fournisseur de la solution, etc., etc. Donc, une interface qui est un peu plus simple, un peu plus joyeuse et un peu plus orientée vers la tâche simplifie les choses. Là, par exemple, le bouton pour peser le camion, un petit peu plus mis en avant que dans la version d'origine. Et tant que je n'ai pas pesé mon camion, j'ai une partie de l'interface qui est grisée. Donc, c'est des choses qui sont basiques et banales en ergonomie et HM, mais auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'est pas dans la logique utilisateur. Dans la logique technique, l'important, c'est que ça marche. Ben oui, ça marche. Pour marcher, ça marche. Mais bon, au niveau acceptabilité, voire utilisabilité, on a des soucis. L'affordance. Alors, pour faire simple, l'affordance, c'est l'intuitivité. Hein, pour faire vraiment simple, que les spécialistes me pardonnent, je prends des raccourcis, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, l'intuitivité d'une interface. L'intuitivité d'une interface, justement, va permettre de faire baisser la problématique du réapprentissage. Je vous ai dit tout à l'heure, les gens ont horreur de devoir apprendre quelque chose de nouveau. Se rappeler de quelque chose nous coûte beaucoup moins cher que apprendre un nouveau souvenir et encoder un nouveau souvenir dans notre mémoire. Donc, dès qu'on peut s'appuyer sur quelque chose qui est déjà en mémoire, sur une notion, une information, une habitude qui est déjà ancrée chez l'utilisateur, on peut faciliter l'adoption. Entre autres, Apple a joué là-dessus, mais je ne rentre pas dans ces détails-là, sur comment ils l'ont fait, mais ils ont pas mal joué justement sur l'affordance et les habitudes. Là, je vous montre un exemple de chez nous. On est sur l'interface dans un domaine très spécifique. Bon, je pense que je peux dire quel est le domaine. On est sur de l'interface sonar, sur de la gestion de données sonar. Les sonars d'aujourd'hui ne sont pas hyper modernes, on va dire. Et là, le but, c'était de déployer des interfaces sur tablette, chose qui était un truc de l'ailleurs. Des tablettes à bord de sous-marins nucléaires d'attaque, ça ne se fait pas du tout. Donc, les chefs de projet disaient, mais voilà, ça va pas bien passer parce que les gens n'ont pas l'habitude, les tablettes, c'est pas pour eux, tatati, tatata. Très bien. Donc, nous, on est parti d'un besoin concret et je reviendrai sur la notion de besoin et de pain point, qui est la base. Il faut construire autour de quelque chose qui pose problème à l'utilisateur, quelque chose pour lequel il n'a pas de solution aujourd'hui et sur laquelle on peut construire les bases de la solution qu'on apporte. Et surtout, on a créé une interface qui ressemble vachement à Outlook. Parce que si vous regardez cette interface, ben, on a des dossiers sur la gauche, des aperçus de messages au centre, et quand on clique sur un message, on a le contenu du message. Sauf que ce n'est pas du tout des dossiers de messages, c'est autre chose, c'est des données métiers, on va dire. Mais le fonctionnement est très très proche du fonctionnement d'Outlook. Et même les marins les plus réticents au niveau des technologies et les moins habitués à l'informatique utilisent quand même Outlook. Donc voilà. Donc là, on exploite justement des habitudes, même si elles sont dans un domaine qui n'a rien à voir avec la donnée sonar, hein, mais peu importe, des habitudes qui permettent de dire, tiens, cette interface, au final, elle est facile à utiliser. Parce que les retours qu'on a eus, c'est oui, c'est super facile à utiliser. Et pas, ah ouais, mais qu'est-ce que vous nous voulez, etc., etc. Donc, il y a deux secrets là derrière, faut adhérer à ce projet, c'est travailler sur un vrai pain point et exploiter, le cas échéant, des bonnes affordances. Une autre façon, parmi les recettes qu'on peut vous proposer, c'est le fait d'impliquer les utilisateurs. Il n'y a rien de mieux, et ça évidemment c'est la base aussi du design thinking, que faire les choses ensemble. Bien évidemment, on ne va pas reprendre toutes les idées, on ne va pas faire des écrans qui ressemblent vraiment aux maquettes qui ont été faites dans un atelier, des fois ça n'a aucun sens, mais essayer d'aller au fond de leur démarche. Pourquoi ils mettent tous tel bouton à tel endroit? Pourquoi ils utilisent tel mot? Tiens, il y a peut-être une bonne idée à récupérer ou un regroupement de contenu qui fait sens pour eux. Donc, les impliquer dans le process d'innovation, non seulement nous donne des infos qu'on n'aurait pas eu autrement et qui sont super riches pour le projet, mais surtout, chacun d'eux aura l'impression qu'il a contribué,
qu'il a apporté sa pierre à l'édifice et que du coup, ce n'est pas le nouvel applicatif qui arrive, c'est son nouvel applicatif. C'est lui qui a décidé de tel ou tel détail ou qui a donné telle ou telle idée, par exemple, qui a été retenue par l'équipe projet. Donc, ça sera beaucoup plus facile d'adopter quelque chose qu'on a soi-même co-construit, bien évidemment. Et un dernier exemple, la liberté d'adhésion. Ça se fait beaucoup dans beaucoup de solutions américaines ou des solutions SAS, beaucoup moins dans des solutions françaises. Laisser la porte ouverte à l'ancien système. C'est-à-dire, on a changé votre ERP, par exemple, ou votre CRM. Si vous voulez rester sur l'ancienne version, elle est toujours là. Si vous voulez tester la nouvelle version, elle est ici. Comme ça, voilà, on n'est pas obligé, on y va quand on veut, comme on veut, en douceur. On peut revenir en arrière si on n'est pas satisfait ou si on a des craintes de ne pas savoir faire les choses. Du coup, on va susciter une adhésion parce que c'est une adhésion volontaire. Ce n'est pas quelque chose d'imposé. Les gens n'aiment pas qu'on leur impose des choses. Ils préfèrent choisir. Même si c'est un faux choix quelque part, parce que l'ancien système, il est peut-être moins puissant, moins riche, ou il ne restera pas disponible toute la vie, ben on leur laisse quand même un petit peu le choix d'aller jeter un coup d'œil au nouveau ou de rester dans l'ancien. C'est quelque chose qui peut justement faire baisser les craintes et les peurs du changement. Donc pour conclure sur cette vision d'ensemble des moyens qu'on a pour améliorer l'acceptabilité, pour moi, je l'ai déjà dit, la base de la base, après vous choisirez la méthode qui va bien. Est-ce que c'est la gamification, est-ce que c'est la beauté, est-ce que c'est ce que vous voulez. Mais la base de la base, c'est de travailler sur un pain point. Si vous n'avez aucun pain point autour duquel construire, ça sera vachement plus difficile, je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est vachement plus difficile de faire passer une innovation parce qu'elle ne répond à aucune problématique. Et pareil, dans la littérature, il y a des modèles qui existent. Le modèle de Walter s'appuie un petit peu sur la pyramide des besoins de Maslow en faisant des parallèles avec les besoins que l'on peut avoir en interaction avec un produit ou un service. Donc, il y a des besoins de base. Par exemple, si on recueille des remarques du style « le produit que j'utilise aujourd'hui ne me permet pas de faire mon travail », là, on est sur un besoin fondamental. Donc, si on a un pain point de ce type-là, mais ça sera très facile d'apporter du changement parce que le produit actuel, il ne répond pas aux besoins de base. Si on est face à des remarques du style « ouais, je perds du temps, j'ai quelques craintes de faire des erreurs, j'ai eu besoin de beaucoup me former », c'est un pain point aussi, mais d'un niveau supérieur. Le produit, il fonctionne quand même, donc il va falloir qu'on travaille un peu autrement si on veut adresser ce pain point-là. C'est tout à fait possible, mais on va s'y prendre différemment. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de se positionner, ça c'est ce que je dis tout le temps à mes interlocuteurs côté informatique, parce que nous, on se positionne comme ça naturellement, en tant que problem solver. Nous sommes là pour résoudre les problèmes des utilisateurs et pas pour faire de l'innovation sans aucun autre but que de faire de l'innovation. L'innovation doit être au service d'un besoin, au service d'un usage, au service d'une tâche utilisateur, tout simplement. Donc, on est là pour résoudre ces problèmes de l'utilisateur. Donc, on trouvera la technologie qui va bien pour résoudre les problèmes. Commençons à comprendre les problèmes. Si on part du postulat que les gens vont adorer tel nouveau produit ou tel nouveau service, peut-être qu'on a raison, peut-être qu'on a tort. Donc, la première étape du design thinking, c'est déjà de travailler sur le problème. Il est où le problème? Quels sont les pain points d'aujourd'hui? Une fois qu'on a identifié ça, après, on pourra travailler sur le change management et sur l'innovation. Et je vous montre très, très rapidement quelques slides de un use case dans ce sens. Et j'ai choisi l'expert use case très très vieux pour vous montrer comme quand on a la bonne approche, qui n'est pas l'approche ludotique, hein, c'est l'approche user-centered design et factoryment tout court, on peut faire des innovations totalement délirantes et totalement de rupture, même de façon presque anachronistique, bien avant sur son temps. Parce que ce projet-là, c'est un projet R&D qu'on a mené entre 2009 et 2012. Donc, c'est très, 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 très vieux. Vous voyez, même les logos de l'Université de Nice et de Ludotique ne sont pas les logos d'aujourd'hui. Donc, c'est un projet d'une autre époque, hein, parce que il s'est terminé il y a plus de 8 ans. Et bien, il y a plus de 8 ans, on a réussi à mettre de la réalité augmentée sur la tête de personnes qui n'avaient rien de technophile. Donc, d'un côté, on a des utilisateurs qui ne sont absolument pas des geeks, qui ne sont absolument pas intéressés par de l'innovation ou même du changement de technologie d'habitude. Ils étaient très attachés au papier, ils travaillaient très bien en papier, ça leur convenait parfaitement. Ils ne se plaignaient absolument pas de leur papier. Et on a réussi à leur mettre sur la tête quelque chose à une époque où Google Glasses n'existait pas encore. Parce que Google Glasses est sorti en 2012. Donc, les lunettes que vous voyez là, on les a bricolées avec les collègues de l'université parce qu'il n'y avait aucun produit du commerce qui répondait aux besoins en question. Donc, comment on a fait ça? Comment on a pu réussir à faire ça? Tout simplement en travaillant sur les pain points, parce qu'on s'était rendu compte que ces personnes-là, très rationnelles et très peu geeks, avaient quand même des besoins métiers
Il y avait quand même un attachement à leur travail, à la qualité de leur travail qui était très important. Et le papier, des fois, leur empêchait de faire correctement leur travail. Et ça, c'était un point de frustration très important pour ce public-là qui a un niveau de compétence métier très élevé, au niveau d'exigence, au niveau de la qualité qui est très élevé aussi. Donc, quand on a trouvé des pain points de ce type-là, après, on peut construire dessus, et ça sera de la réalité augmentée, ça sera ce que vous voulez. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais en tout cas, on arrivera à faire passer cette innovation parce que ce n'est pas l'innovation qui les intéresse. C'est la donnée métier qu'ils vont avoir, l'information qu'ils vont avoir, le gain de temps, le gain en performance qu'ils vont avoir, qui va leur permettre de mieux faire leur travail. Hein. Donc là, on était vraiment sur la base de la pyramide des besoins parce qu'il y avait vraiment des situations dans lesquelles ils passaient 3 à 4 heures à faire une tâche pour à la fin échouer parce qu'ils n'avaient pas les données, les informations nécessaires pour la faire correctement. Donc, on n'est pas des magiciens, on a juste une méthode qui permet d'accompagner correctement le changement et d'optimiser l'acceptabilité de toutes sortes d'innovations, qu'elles soient de rupture ou qu'elles soient un peu plus basiques et itératives. Voilà, donc moi je m'arrête là. Ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de passer la parole à Sophie, qui elle va vous parler d'actualité brûlante, on va dire, par rapport au confinement et à comment les pratiques UX ont évolué, pas évolué ou se sont arrêtées pendant le confinement. Et on pourra prendre des questions à la fin, par contre, via le chat. Hein. Donc par écrit sur la plateforme, c'est moins interactif, désolé. Alors. Et du coup, Teresa, juste coupe ton micro pendant que Sophie parle, comme ça on n'aura pas l'écho. Et merci beaucoup pour ta presse. J'ai qu'un seul desktop. Ah, bizarre. Oui, parce que tu as un écran étendu. Il faut que tu te mettes un écran. Que tu te mettes un écran étendu et pas un écran copié, tu vois. Tu as 2 fois le même écran. Tu fais ça comment? Ah, ça, c'est un Mac, hein. Moi, je ne sais pas. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais le faire sans ça. Je vais le faire en direct, pas de problème. Ok. Du coup, vous voyez mon écran complet, non? Share screen. Ah ouais, pourtant, j'ai cliqué dessus. Voilà. C'est bon. Très bien. Hop. Donc oui, donc on a décidé de profiter aussi de cette session pour parler de ce qui s'était passé par rapport dans cette période de confinement et l'impact que ça avait sur les métiers de la UX. 2 mots sur moi-même. Donc moi, je suis Sophie Devenys, je suis UX designer et design lead à IBM, donc sur un produit IBM de la gamme de produits Watson Studio qui s'appelle Décision Optimisation, ce produit. Et j'anime aussi donc la communauté UX de Télécom Valley qui propose donc cette session et qui donc propose des sessions pendant l'année tous les 2 ou 3 mois avec des sujets différents. Donc aujourd'hui avec Teresa de Ludotique sur l'accessibilité. Alors on va aussi un peu rester avec Ludotique parce que pour illustrer ce sujet, je me suis basée sur un questionnaire qu'a fait aussi Ludotique, donc que vous pouvez retrouver sur leur site dans la rubrique Nos actualités. Et donc nous avons eu, il y a eu 76 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. On peut dire une majorité de salariés, puisqu'on a un gros pourcentage dans des entreprises ou dans des agences de conseil, quelques indépendants. Et, excusez-moi, hop. Voilà. Et la question suivante qui posait sur en quoi consistait le travail principalement durant ce confinement, on peut voir aussi qu'une majorité a pu continuer à travailler sur les projets en cours, voire en parallèle continuer à faire des tâches de fond comme écrire des articles, etc. Et puis avoir aussi quelques projets nouveaux. On note quand même un petit nombre en chômage partiel donc, qui a été impacté. Mais finalement un chiffre relativement faible. Sur la nature des tâches qui ont été à réaliser durant cette période, que ce soit des tâches de maquettage, recherche utilisateur, de design, etc. Finalement, on voit que cela a eu un impact assez fort
pour les indépendants qui sont représentés dans ce graphe par la barre rouge et que cela a nettement moins changé pour ceux qui étaient des salariés, en tout cas ceux qui travaillaient en entreprise, mais pas que, ceux aussi qui étaient dans des agences ou sociétés de conseil spécialisées. On va peut-être en détail, un peu plus en détail après sur ces types de changements. Donc, plus de la moitié des sondés, donc en effet 54%, ont rencontré des freins pour travailler, et ce principalement pour 3 raisons. Donc, si on résume tout ce qui a été décrit dans cette question, il y a principalement un accès difficile, voire impossible aux utilisateurs, des clients absents ou indisponibles pour répondre à ces projets, et un environnement de travail peu adapté à la maison. On voit qu'il s'agisse d'une communication difficile. Donc, je pense aussi que l'environnement de travail était perturbé quand il y avait des contraintes personnelles, notamment par rapport à la charge d'enfants. 67% des sondés donc, ont essayé des nouveaux outils pour communiquer et collaborer, que ce soit des tableaux virtuels, ateliers à distance, outils d'idéation. Et donc, lorsqu'il a été demandé de citer lesquels de ces nouveaux outils ils avaient testés, donc on voit Zoom arriver en premier, Miro, donc Mural. Donc, on a à la fois des outils vraiment de communication, mais on a aussi des outils dédiés au travail de UX, enfin, en tout cas qui peut l'être, comme Mural, par exemple, qui permet de faire de l'échange par des simili post-it en travail virtuel. Donc, une occasion pour les UX d'utiliser des nouveaux outils. Et quant à la collaboration entre les collègues, et aussi la recherche d'informations ou d'aide, finalement, cela a été relativement peu impacté puisqu'on a, pour ce qui est de la collaboration, plus de 64% des sondés qui ont trouvé que la collaboration entre collègues s'est fait comme avant, voire même plus facilement. Peut-être une découverte d'une nouvelle façon de collaborer qui a pu faciliter certains aspects. Et 33% ont trouvé ça là moins facile. Et quand il s'agit de la question pour trouver de l'aide ou des conseils en UX, comme ce qu'on faisait avant pour poser une question à un collègue ou une communauté, 70% ont jugé ça aussi facile, voire plus facile. À la question si ces personnes pensaient qu'après le confinement, la UX aura plus de considération ou moins de considération au sein de leur entreprise ou avec les clients avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler avant le confinement. On reste dans une réponse relativement apaisée. On pense qu'il y aura autant de considération qu'avant, voire même peut-être plus. Et puis, quand même, un certain pourcentage qui ne se prononce pas sur cette question, qui ne sait pas ou ne se prononce pas. Donc, mais bon, pas de crainte particulièrement forte en termes de considération de l'UX au sein de cette entreprise. Et enfin, sur qu'est-ce que ce confinement peut changer sur le métier de la UX tel qu'il est pratiqué jusqu'à présent. Là, pareil, on est dans une question où on peut dire, finalement, c'est quelque part difficile à dire parce que même si un petit pourcentage, 33% pense que oui, ça peut le changer. C'est pas vraiment une grosse différence avec ceux qui répondent non. Et on voit bien que de toute façon, la réponse principale, c'est je ne sais pas. Donc, on reste là dans un état où finalement, on attend de voir et il est difficile de se définir par rapport à ce type de questions. Est-ce que vous avez des craintes sur l'avenir de votre activité en UX liée à la situation actuelle? Oui et non sont quand même assez proches. Et on va du coup voir un peu plus en détail après quels sont les types de craintes qui ont été cités par rapport à cette question. Donc, ce que je vous propose de voir maintenant, une analyse des commentaires en regardant d'abord en premier quelles sont les craintes qui ont été évoquées.
On en a de deux types, des craintes vraiment liées au financement, au budget, je dirais plutôt, et puis des craintes liées à la pratique de la UX elle-même. Donc, dans les craintes liées au financement, bien sûr, des difficultés financières qui, par définition, peuvent emmener des redéfinitions de priorités. Et avec la crainte que ce soit justement le budget alloué à l'activité de la UX qui soit touché en premier, vu comme un nice to have, et donc que du coup les entreprises procèdent à des suppressions de l'activité ou de l'appel à des prestataires. Pour certains, on a évoqué aussi, même en entreprise, du coup, ne pas avoir la possibilité de monter en compétences par ce manque de budget ou reprioritisation de l'activité. Et par rapport aux craintes sur la pratique UX, donc, bon, comme cela a été évoqué dans le questionnaire, on évoque l'accès plus compliqué, voire impossible aux utilisateurs, donc de fait un peu moins de UX Research, ce qu'on appelle UX Research, qui sont toutes ces méthodologies où on va prendre le feedback des utilisateurs ou faire des tests en situation avec eux. Et donc, en évoquant le risque, du coup, on en fera moins et ça fera croire que finalement, on peut très bien s'en passer. Et puis, il y avait aussi plusieurs cités un engouement pour le visuel, la UI, au détriment de la UX. Pour son côté justement plus immédiat. Il suffit de faire quelque chose de joli. On a bien vu que ce n'était pas forcément ça, pas du tout le cas pour permettre un produit d'être acceptable et de bien fonctionner pour les utilisateurs. Et donc, il y avait une crainte que les entreprises préfèrent investir dans plus du visuel que finalement cette démarche de UX. Et la question se posait, est-ce qu'en plus, cela ne pouvait pas être lié à une particularité de la France, où pour certains, la UX y est moins développée que dans d'autres pays, et commençait à peine à convaincre les entreprises de l'utilité d'adopter cette démarche. Sur les espoirs et les idées, on a un constat. On a un constat qui est, on est dans une transformation numérique, une marche forcée, donc, et qui doit prendre en compte toute la population. On voit bien un accroissement de l'utilisation des outils de travail à distance et une prise de conscience des chefs d'entreprise de soigner ces outils. Et puis, on a bien sûr une utilisation accrue des services, on a une utilisation accrue des services numériques en général. Donc, les espoirs, c'est que les idées, ça peut être que c'est une opportunité pour la UX, cette prise de conscience de l'utilité de l'ergonomie et de l'importance de bien concevoir pour les utilisateurs. C'est une occasion aussi pour la UX peut-être d'évoluer et d'être plus dans la recherche au niveau des méthodes, de la façon de les appliquer, en y mettant plus de simplicité, voire d'inventer de nouvelles méthodes adaptées au télétravail. Et puis aussi la possibilité, si une fois que ces méthodes seraient en place, de pouvoir du coup contacter peut-être plus facilement des utilisateurs ou des clients auxquels on n'aurait pas eu accès en utilisant une approche telle qu'elle existait actuellement. Et enfin, une occasion donc pour la UX de se positionner au niveau de services de projets plus éthiques, projets soutenables pour l'humain, l'environnement et l'intérêt général. Donc, par rapport à cette transformation pour la UX, pour conclure et prolonger l'analyse de cette enquête, de ce sujet, on avait vu par exemple cet article qui propose des techniques classiques et originales pour faire de la recherche de terrain pendant et après la pandémie. Donc, et des techniques existantes, et puis essayer aussi de chercher des nouvelles techniques comme le jeu de rôle en ligne, la combinaison de production artistique avec des interviews sur Skype, l'utilisation des plateformes de vidéo comme terrain, dans l'entretien épistolaire ou l'auto-ethnographie. Je ne vais pas avoir le temps de vous détailler tout ça, mais bon, voilà, je vous invite à aller voir. Ça permet d'avoir une liste exhaustive et de donner des idées pour justement comment étendre ces techniques et permettre de faire de la recherche de terrain pendant et surtout après la pandémie, enfin en tout cas ces périodes de confinement liées à cette situation. Alors, je me suis aussi posé la question si c'était une prise de conscience, il y avait vraiment une prise de conscience pour les entreprises. Et donc, en regardant rapidement la presse, on peut voir beaucoup plus d'articles qui vont mettre en avant l'impact du coronavirus et la digitalisation des outils internes et externes des entreprises, donc, qui ont vraiment été mis en œuvre
de façon un peu obligée pendant cette période. Le plus souvent, ces articles mettent en avant des raisons bien sûr de productivité et de concurrence, et donc sur la nécessité pour ces entreprises de soigner, de mettre même, pour certaines d'elles, mettre en œuvre ces outils qui n'existaient pas forcément avant. Pour autant, quelques articles y incluent l'importance de la qualité, donc comme ça sur cet article des Échos, qui disent que vraiment, non seulement il y a un vrai besoin de révolution informatique des entreprises, de travailler sur ces outils digitaux, mais ils exigent dans le même temps des outils informatiques ergonomiques et simples à utiliser. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas des systèmes d'information fournis par les entreprises. Donc, c'est assez intéressant de voir que ça commence à en parler. J'avais vu aussi un autre article qui parlait de l'importance de miser sur un digital raisonné et que ce soit quelque chose qui apporte une expérience de qualité. Pour être honnête, dans tous les articles que j'ai lus, ce sont les deux seuls que j'ai vus qui faisaient un peu cette mention non seulement de mettre en place ces outils digitaux qui soient productifs, qu'ils aient des bonnes capacités techniques, etc., mais qui mettent aussi en avant cette importance sur l'expérience et la facilité d'utilisation qui devrait aller de fait avec. Et c'est aussi, je voulais partager avec vous juste cet article, donc, qui est une description d'un MBA, d'une formation. Et donc, l'article disait « Quelle tendance digitale après le Covid-19 ?» Donc, je m'attendais à trouver quelque chose qui parlait peut-être d'ergonomie, d'expérience utilisateur. En fait, cet article listait, ce qui était intéressant, les différents aspects qui pourraient être digitalisés, qui le sont déjà en partie, comme bien sûr la digitalisation des entreprises et des gouvernements, l'essor de la télémédecine, le télétravail, la digitalisation du commerce de proximité et les événements virtuels qui peuvent être amenés à devenir un phénomène permanent ou en tout cas plus présent. Pour autant, dans cet article, je n'ai trouvé aucun mot-clé qui serait le terme de UX, d'ergonomie, de design même, et d'utilisateur. Donc voilà, les champs sont encore ouverts pour mettre en œuvre cette digitalisation. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez, vous avez échangé, je n'ai pas vu de chat pendant cette présentation. Donc, si vous avez pu échanger sur… Alors, au niveau du chat, on n'a pas de questions. D'accord. C'est que du coup, c'était très clair. Moi, j'avoue, j'ai trouvé ça très clair, mais voilà, on a une super présentation. Moi, j'aurais une question pour Sophie, du coup. Pour faire le lien avec les travaux qu'on fait sur la maturité des entreprises, est-ce que d'après toi, comme ça intuitivement, parce qu'évidemment les gens qui ont répondu à ce questionnaire, on ne sait pas forcément dans quelle boîte ils travaillent, etc., est-ce que tu penses qu'une partie de la variance des résultats qu'on a peut être liée à la maturité UX des entreprises qui les emploient ou pas? Bonne question. Non, je ne sais pas trop. Ce que ça m'a amené à découvrir en faisant cette petite analyse assez rapide, c'est vraiment, il y avait un article qui faisait la différence justement entre les grandes entreprises et les petites entreprises, et qui avait vraiment un décalage en termes d'outillage, d'outils digitaux et de solutions digitales qui sont forcément liées, je pense, à une sorte de budget, de possibilité d'investir là-dessus quand ce n'est pas une priorité. Et là, ce qui était intéressant, qui était cité, c'était que finalement, cette période qu'on vient de passer va montrer ce besoin plus important en termes de digitalisation pour pouvoir permettre, quand c'est possible, de travailler à distance ou une meilleure collaboration, et devrait peut-être amener à cette prise de conscience d'intégrer vraiment systématiquement la UX et non pas le voir comme un nice to have, mais comme quelque chose qui participe à la réussite des projets et de l'acceptabilité que tu as présenté d'ailleurs. Oui, parce que je me disais peut-être que c'est un facteur qui peut être un peu clivant pour les boîtes qui n'ont pas un niveau de maturité suffisant. C'est ça qui peut expliquer qu'on dise on coupe les budgets, donc il n'y a plus du X parce que c'était justement un nice to have. Donc ça part à la poubelle. Les boîtes qui au contraire mettent ça au centre,
c'est peut-être eux qui ont eu des réactions comme celles que tu as montrées, du style, du coup, c'est le bon moment, c'est le bon contexte, c'est là où ça prend tout son sens. Donc, il y a peut-être ce facteur-là qui pourrait être sous-jacent. Oui, tout à fait. Et il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on a intention de faire repasser le questionnaire? Car avec le temps du confinement, peut-être que le ressenti sur la charge de travail aurait changé. J'inviterais Ludotique à le faire, si je peux me permettre. Parce que c'est vrai que j'avais eu des échos de personnes qui avaient répondu à un questionnaire en début de confinement. Alors, je ne suis pas sûre si c'était le vôtre ou un autre. Et qui disaient, bah, finalement, si je répondais à ce questionnaire maintenant, ou voire donc, même si là maintenant on est dans une période où le confinement est en train de pas mal s'alléger, je répondrai des choses différentes, notamment sur le fait que je me sens par exemple moins impactée de travailler à domicile. Bon, il y avait un petit peu le côté nouveau et quelque part, quand les conditions étaient réunies, bah, c'était pas forcément désagréable. Pour autant, avec le temps et dans la pratique, peut-être justement des méthodologies à appliquer qui pouvaient même être faites de chez soi ou pas, on peut avoir après coup un autre sentiment et une autre façon de répondre à ces questions. Oui, alors sûrement au niveau du ressenti, et là on n'est plus tout à fait dans la crise au top du pic, donc effectivement il y aurait presque un questionnaire à faire sur l'après, sur le monde d'après, et même peut-être aux questions que tu as montrées qui sont plus du style est-ce que vous savez ce qui va se passer, est-ce que vous avez des idées, où tu montrais que tout le monde répond bah j'en sais rien, peut-être que du coup maintenant les gens y voient plus clair aussi sur comment faire évoluer concrètement les choses. J'ai l'impression qu'on fantasmait un petit peu sur le monde d'après. Là, en théorie, on y est à peu près. Est-ce qu'il est vraiment d'après ou pas? Oui, en plus, Parce qu'on n'est pas revenu au monde d'avant. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant de refaire le questionnaire avec certaines questions identiques pour voir le décalage et même en rajoutant des questions sur justement ce qui est mis en place pour switcher vers le monde d'après. Tout à fait. D'autres questions, d'autres remarques? On est là pour ça. Hein. Je sais qu'à l'écrit, c'est pas aussi sympa qu'à l'oral et ça manque de buffet. On est d'accord. Mais voilà, on fait ce qu'on peut en période de encore confinement temporaire. Combien de réponses avez-vous obtenues? Alors là, je crois que Sophie a montré que les analyses sur les réponses complètes. Donc, il y en avait 76. Ouais, pas par là. Ouais, voilà. Mais on a exclu les résultats partiels. Donc, je crois qu'on avait 115 répondants en tout. Donc, c'est pas énorme, mais c'est pas non plus ridicule. Dans l'absolu, évidemment, plus on peut aller loin, mieux c'est. Tu me fais penser que une étude qui a été faite sur des freelances. Donc, ce n'était pas uniquement des UX et X qui... toi, oui, je vais unmuter, pardon. Oui, je disais que j'étais aussi tombée sur une étude... Si toi, tu peux te mettre en mieux. Oui, sur une enquête, pardon, avec des questions équivalentes à celles qui avaient été posées par Ludotique, mais celle-ci s'adressait aux freelances. Et donc, en fait, les UX UI faisaient partie des freelances qui avaient répondu. Il y avait aussi des chefs de projet, des designers et du marketing. Et en fait, les résultats corroboraient ce que vous avez eu. Se résumer par le fait que la majorité des freelances envisageaient un impact modéré de la crise sur leur activité, même si une partie non négligeable des entreprises ont mis en suspens certains projets. Donc, on a trouvé aussi le fait qu'il y a eu en effet ces suppressions de projets, mais qui semblent temporaires et assez minimes. Et du coup, aussi, ce questionnaire met en avant qu'il y avait 9 entreprises sur 10 qui avaient accepté de passer la mission en 100% télétravail. Et les freelances espéraient que l'après-Covid serait pour eux l'occasion d'évoluer dans un environnement encore plus digitalisé et ouvert au télétravail. Donc là, on voit bien cet engouement pour de toute façon passer à ces techniques. Et bon, ça correspondait aux questions que vous aviez, ça correspondait aux chiffres que Ludotique avait eu avec son échantillon. Et là, sur celui-ci, ils avaient plus de 260 répondants. Voilà. Donc, après, une des choses qu'on pourrait faire dans le contexte des activités de la commission UX-CX, c'est de travailler justement, puisqu'on parle de télétravail, remote, etc., comment faire de l'UX à distance. Nous, on s'est beaucoup interrogé au sein de la boîte. On s'est rendu compte qu'il y a en gros
quasiment toutes les activités qui sont faisables, bien sûr avec des limitations, mais qui sont quand même faisables à distance. C'est-à-dire que même un atelier de tri de cartes peut être fait à distance, avec des outils comme Mural. Même un test utilisateur, ça se fait à distance. Il n'y a aucun problème, on en a fait un, on a fini la semaine dernière. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être adaptées à distance, avec quelques limitations, bien évidemment, mais qui sont faisables. La seule chose que nous, on n'arrive pas forcément à faire à distance, parce que ça me paraît vraiment compliqué, mais si vous avez des idées, on est preneur, c'est les observations de terrain, notamment dans des milieux qu'on ne peut pas deviner. C'est-à-dire qu'un entretien utilisateur sur comment il utilise un logiciel métier, on peut tout à fait le faire avec un partage d'écran via Skype ou autre. Mais non, une observation de terrain dans une usine, sans aller dans l'usine, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, on est en train d'imaginer comment on pourrait équiper les ouvriers de casques avec des GoPro pour qu'eux, ils filment et qu'ils nous retransmettent ce qu'ils font. Enfin, mais ça paraît quand même laborieux, mais au jour d'aujourd'hui, c'est un peu la limitation principale que nous, on rencontre. Donc, on aimerait bien aussi discuter au sein de la communauté XCX, si on va vers du digital et du remote, est-ce qu'il y a des idées, des solutions, ou clairement, il faut faire le deuil de ce genre d'activité, ou les décaler dans le temps. Enfin bref, comment cette partie-là du travail peut être prise en compte, parce que dans certains projets, elle est vraiment fondamentale. L'exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec le mec avec son casque de réalité augmentée, on est quand même sorti en camionnette pendant des semaines avec ce genre de profil métier, ça s'appelle des fontainiers. Donc si on n'avait pas pu faire ça, je pense qu'on aurait eu du mal à comprendre le quotidien du travail de ces ouvriers. Donc voilà, donc est-ce que ça veut dire que l'UX va se cantonner à des métiers qu'on peut imaginer aisément devant leur PC, du coup à des métiers qui sont déjà dans le digital quelque part? Je ne sais pas. Je pense qu'il peut y avoir une réflexion à avoir au sein de la communauté UX sur ce genre de limitation. Oui, tout à fait par rapport à ce type d'approche. Après, juste pour apporter mon témoignage par rapport donc, à IBM, on a moins ce type de problème. Et de toute façon, on fonctionnait déjà en faisant de la UX à distance, en quelque sorte, depuis toujours quand on travaille sur des produits qui sont des produits sur le cloud, qui sont vendus internationalement. Donc, organiser des sessions de user testing, de user feedback pour, voilà, on a déjà tout ce qui est en place pour le faire, et dans ces cadres-là, ça fonctionne assez bien, et ça permet d'avoir justement des panels d'utilisateurs qui sont répartis dans le monde entier. Donc, il y a pour certaines entreprises, finalement, il n'y a pas eu vraiment de révolution en termes de l'approche UX design par le fait que le marché, le business adressé est déjà de toute façon un business complètement en ligne et touche un panel dans le monde entier. C'est peut-être là aussi où on voit une fois de plus un peu l'univers UX et l'univers facteur humain. Parce que l'univers UX est quand même assez branché digital, hein. Ce n'est pas obligatoire, mais en effet, il est quand même assez branché digital. Le facteur humain, pas forcément. Dans nos facteurs humains, voilà, si on ne va pas en usine, on ne va pas en usine, quoi. Donc, on est quand même un petit peu limité au niveau du recueil de données. Du coup, il y a tout le projet qui ne peut pas démarrer. Enfin, on a des projets qui sont bloqués, complètement bloqués, parce que tant qu'on n'aura pas pu faire ce recueil de données-là, on ne se sent pas en mesure de faire des recommandations, parce qu'on va inventer des trucs et voilà, c'est trop dangereux. Donc, il y a peut-être une fois de plus une distinction qui existe dans les faits, parce qu'on fait le même métier hein, au final, hein, mais on le fait dans des contextes et avec des enjeux qui sont parfois pas les mêmes. Ils sont le contexte industriel, on ne peut pas se l'inventer, tant qu'on n'est pas en usine, on n'y est pas, quoi. D'autres questions? D'autres aspects qu'on n'a pas traités, qui vous paraissent importants, ou d'autres choses que vous souhaiterez qu'on aborde lors de la prochaine rencontre? Il y avait Margot qui avait posé 2 questions dans le chat. Je ne sais pas si tu les vois, Teresa. Alors, est-ce que les entreprises vont aller vers plus de télétravail et comment faire pour aller chercher les utilisateurs finaux si on fait du télétravail massivement? C'est un peu ce qu'on est en train de dire, justement. Si les utilisateurs finaux sont déjà un minimum dans le digital et que leur boulot, ils peuvent nous le montrer par le biais d'une téléconférence ou autre, ça reste faisable. C'est ce que disait Sophie, on le fait déjà, en fait, on l'a toujours fait. Hein. Les tests utilisateurs en remote, ça ne date pas d'il y a une semaine, hein. Ça fait des années que ça existe, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires. En tout cas, chez nous, ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des tests en remote, parce que le client, il nous dit, il me faut tant de personnes qui sont à Paris, tant de personnes qui sont à Perpignan, tant de personnes qui sont aux États-Unis. On ne va pas se déplacer
à tous ces endroits. Ça coûterait beaucoup trop cher de se déplacer à tous ces endroits. Donc, on fait tous les tests en remote. Donc, pour des raisons bêtes et méchantes de budget, quoi, et pas de confinement ou autre. Maintenant, il y a d'autres contextes dans lesquels, justement, c'est impossible de passer par ces biais. Voilà. Si on mettra au final les GoPros sur la tête des ouvriers, on vous le dira. On vous racontera comment ça s'est passé. Mais c'est vraiment, pour moi, le dernier recours si vraiment on doit démarrer ce projet-là. Parce que plutôt que rien, on va tenter la GoPro. Mais moyennement, moyennement chaude. À la première question aussi de Margot qui parlait donc une histoire de est-ce que plus d'entreprises vont aller vers le télétravail? En tout cas, plus d'entreprises l'ont testé, donc vont peut-être pouvoir le proposer plus facilement à leurs salariés. Peut-être la question en tout cas qu'on peut se poser. Et voir d'autres entreprises qui sont peut-être trouvées que c'était bien d'avoir aussi les gens en télétravail et qui vont peut-être pousser un peu plus là-dessus, pas forcément comment dire, à l'avantage des salariés, enfin en tout cas par rapport à leurs désirs. Mais c'est clair que c'est la question maintenant que ce confinement a posé, quoi. Oui, on peut faire du télétravail, en tout cas pour, bien sûr pas pour tous, mais pour une bonne majorité, enfin pour certaines entreprises. Et donc, est-ce qu'on va le continuer comme quelque chose de possible ou d'obligatoire ou voilà, est-ce qu'on va arrêter là? C'est clair que c'est un des gros impacts, je pense aussi là-dessus. Je pensais que le confinement faciliterait le recrutement. Je pose une question d'Anne-Laure. Je pensais que le confinement faciliterait le recrutement d'utilisateurs remote, mais ça n'a pas été le cas du tout. Et pour vous? Alors, pour moi, IBM, comme je le disais, de toute façon, c'est ce qui est le plus courant. Donc, je ne sais pas si vous, Teresa… Alors, nous, ça dépend. C'est-à-dire que dans l'absolu, ça aurait pu le faire. Après, surtout sur le mois d'avril, j'ai envie de dire, les gens étaient tellement dans l'incertitude par rapport du chômage technique, par rapport au futur de leur entreprise, de leur projet, etc., que c'est plus un manque de disponibilité mentale, je pense, qu'une problématique de se connecter en remote. Parce que justement, nous, on a déjà fait des tonnes de choses en remote, ça n'a jamais posé de soucis. Par contre, oui, en avril, oui, on a eu des grosses difficultés. Les gens me disaient, nous, on ne sait pas si on travaille, on ne sait pas quand c'est qu'on travaille, je ne sais même pas encore mon planning, ça se trouve, on sera un chômage total ou partiel, on n'en sait rien. Donc, genre, on ne fait pas chier, quoi. Ne vous embêtez pas avec vos projets UX, ce n'est pas le moment, quoi. Donc, oui, dans ce sens-là, oui. Et même, je pense, sur du grand public que tu as pu avoir en dans tes tests, je pense à des gens qui travaillent quand même par ailleurs et qui ont pu avoir le même genre de réaction par rapport à un planning totalement immaîtrisable. On n'en a pas beaucoup parlé, mais dans le sondage que Sophie a présenté, il y en a qui disaient la difficulté du télétravail. Parce que, OK, c'est plus pratique qu'on est à la maison, on peut bosser en culotte. Mais en même temps, quand on a des gosses à gérer, c'est pas non plus… Voilà, quoi. Donc, il y a des gens qui… théoriquement avec de la dispo, mais qui peuvent ne pas l'avoir dans la pratique parce que c'est impossible. Avec les gamins à la maison, c'est compliqué de faire des meetings ou des tests ou autre, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir trouver un compromis, justement. Enfin, le monde d'après est sûrement un monde qui va peut-être s'ouvrir plus au remote, mais qu'il faut qu'il le fasse différemment, quoi, de façon un peu plus cadrée, structurée, et sans les enfants dans les pattes. Parce que voilà, j'ai vu vraiment pas mal de personnes péter un câble à cause de ça, quoi. Donc, c'est pas forcément facile. Alors, dans les questions-réponses, on a une question de Suzanne. Est-ce que dans le sondage apparaissent la question si les UX designers sont plus productifs et efficaces en télétravail, oui ou non, et pourquoi? Je n'ai pas eu cette question-là. Je ne crois pas qu'on avait cette question-là, justement, parce que je pense que les gens avaient pas assez de recul à ce moment-là pour pouvoir répondre à ça. Mais ça, typiquement, c'est une question qu'on pourrait poser maintenant. Après 2 mois, 3 mois de télétravail, quel constat on en tire? Je pense que chacun de nous a trouvé un petit peu ses stratégies, son petit équilibre, soit au niveau des horaires, au niveau des règles, justement imposées à la maison. Même des choses assez banales comme le partage de connexion. J'ai mon conjoint aussi qui bosse à la maison. Si on faisait 2 réunions avec vidéo tous les 2 en même temps, ça ne passait pas. Donc, il va falloir trouver un système où, voilà, moi, je fais des meetings le matin, toi, tu les fais l'après-midi. Bref, donc avec un peu de rodage, après, on trouve des solutions. Donc, je pense qu'au début, la perte en efficacité a été assez monumentale. Et là, je pense qu'on doit arriver sur un plateau où on compense les défauts du remote avec l'avantage que justement, on peut être très vite opérationnel le matin, on se lève, on boit un café, on est devant le PC, etc.
Donc, je pense qu'on est revenu, je pense, hein, je n'ai pas de données, hein, mais je pense qu'on a dû revenir à un niveau de productivité correct, sauf si on a des enfants à gérer et à leur en faire, à 3 tonnes de devoirs du matin au soir. Moi, je dirais quand même, en termes de productivité, le manque de contact immédiat déjà entre designers, bon, parce que c'est facile, en effet, d'envoyer un message, mais ça reste quand même du temps et de l'énergie pour communiquer, envoyer un message ou même de s'appeler. Et on se rend compte, donc, avec la designeuse avec qui je travaille notamment régulièrement, que il manque cet échange immédiat, rapide, d'une question, de regarde, qu'est-ce que tu en penses, etc., qui quand même joue énormément sur la productivité. Alors, pas simplement entre nous, designers, mais aussi avec l'équipe. Il se trouve que le produit sur lequel je travaille, les membres du développement, en tout cas une partie, est aussi sur place dans le même bâtiment. Et là, ça permet vraiment aussi de travailler avec une collaboration en direct et des revues en direct, etc. Et oui, je pense quand même que ça a un impact sur cet aspect-là, quand on a la chance de pouvoir le pratiquer dans une entreprise. Ça joue sur peut-être un peu la rapidité et voilà, la correction de choses. Quand dans un design, on est toujours en train de revoir les choses de toute façon. On n'arrive jamais avec quelque chose d'immédiat, de final, loin de là, même quand on va présenter à des utilisateurs, même quand on va le mettre en œuvre pour le développement. On est toujours en collaboration étroite pour affiner les choses et il manque cette partie-là qui, je pense, a un impact. Ouais. Sûrement, moi, je l'ai senti moins sur moi-même parce que par la force des choses, je suis moins sur le terrain que les UX, hein, parce que je gère beaucoup moins de projets au jour d'aujourd'hui. La plupart de mon boulot, je le fais toute seule de mon côté. Par contre, nous, une chose qui nous a manqué, alors que nous, on est quand même vachement digitaux déjà à la base, c'était la cafette. L'espace où tu discutes, tu rigoles, tu racontes des conneries. Et ça, on s'est rendu compte que ça on n'avait pas. Et du coup, on s'est monté un petit serveur Discord qui permet de dire des conneries. Voilà. Voilà, oui, voilà. C'est là où on met des mèmes, c'est là où on raconte des blagues, où on partage des photos du week-end. Vraiment l'espace convivialité, parce qu'on s'est rendu compte que même si on utilisait tous beaucoup Skype pour le boulot, on ne se voyait pas tous les matins ouvrir Skype et dire coucou à tout le monde. Quoi. Ça n'a pas de sens. Il n'est pas fait pour ça, Skype. C'est pas un lieu d'échange informel, c'est un lieu de boulot. Donc, comment tu fais pour dire bonjour aux gens? Il n'y avait pas le lieu pour dire bonjour. Donc, ça, peut-être, c'est des choses qu'on peut suggérer aussi à des gens qui n'avaient pas trop l'habitude de faire du remote et qui peuvent manquer de ce contact un peu humain. Discord reste une interface informatique, hein, donc le contact humain, voilà. Mais bon, si on rigole, on rigole, quoi. Donc, ça permet quand même d'avoir l'impression d'être un petit peu avec les collègues et d'avoir le petit moment à la pause café qu'on partage ensemble. Ok, s'il n'y a plus de questions. Là, j'en ai plus. Puis c'est vrai que c'était très, très complet, encore une fois, ce que vous avez apporté. Donc merci pour vos 2 présentations qui étaient topissimes comme toujours. Hein. Je reste fan de cette communauté. Et du coup, je mettrai la vidéo sur YouTube. Alors, peut-être pas cet après-midi, le temps de faire le montage, mais d'ici demain, elle sera disponible. Donc, il ne faudra pas hésiter à la diffuser pour ceux qui n'auraient pas pu se libérer. La prochaine rencontre sera en présentiel, normalement. Oui. Oui. Nous, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est au mois de septembre qu'on a la prochaine communauté. Oui, c'est normal. Je pense que ça doit être là. Mais voilà, de toute façon, je pense qu'en septembre, on va tous se revoir avec beaucoup de plaisir. Ouais. Yeah. Merci Audrey. Merci à tous. Merci à vous. Merci Audrey. Et donc à une prochaine session. Merci beaucoup et à très bientôt.